Mes chers amis, salam alaikum. Nous allons parler aujourd'hui des traumatisés du crâne, un sujet qui est bien d'actualité, un sujet de santé publique en Algérie, mais aussi au travers du monde entier. Un sujet qui intéresse bien sûr le grand public, les médecins, mais aussi qui a intéressé des artistes. Et vous voyez ici une peinture, un tableau peint de la part de Ramdil Dillon, et c'est une femme soldat chez qui est consciente, qui a les yeux bien ouverts, et vous voyez au niveau de l'hémicrâne droit une perte de substance qui correspond à une craniectomie décompressive. Nous en parlerons un peu plus tard. Donc, je vais me répéter, l'Organisation mondiale de la santé considère les traumatisés du crâne, appelés par ailleurs l'épidémie silencieuse, comme étant l'un des domaines de santé publique les plus importants pour elle et qui doit s'afficher dès 2020 comme étant la troisième cause de décès et d'handicap sévère. Cette diapo, alors on va se référer sur le plan épidémiologique aux chiffres donnés par le registre national des États-Unis, et vous lisez avec moi que chaque année, près de 1 700 000 citoyens sont affectés par un impact crânien à l'occasion d'un traumatisme. C'est aussi la troisième cause de décès prise globalement et concernant tous les âges. Mais concernant la tranche d'âge de 1 à 44 ans, ce sont 2 millions de traumatisés du crâne qui surviennent chaque année. À droite, vous voyez l'Algérie, la surface de l'Algérie, la surface des États-Unis. Vous voyez aussi, vous pouvez lire les populations, 328 millions d'habitants pour les États-Unis, 45 millions d'habitants, et un peu, alors nous sommes un pays en voie de développement, les chiffres doivent être beaucoup plus importants que ceux d'un pays développé, mais entre 328 et 45, il y a un rapport de 8, on pourrait diviser les chiffres que j'ai donnés précédemment comme divisé par 8 pour l'Algérie. Les traumatisés du crâne donc représentent près de 40% de tous les décès dus à un accident, à une atteinte aiguë, soudaine, et étant la première cause de décès. La première cause de décès, vous le voyez ici, chez les sujets âgés, chez les adultes jeunes et les enfants, donc les sujets âgés de moins de 45 ans. La quatrième cause de décès prise globalement pour tous les âges, mais la première cause de décès pour les sujets âgés de moins de 45 ans. Et vous voyez par ailleurs les overdoses chez les toxicomanes qui se positionnent en troisième au classement, et jusqu'aux les maladies cardiaques ici en bleu, ou les maladies respiratoires en 7e, 8e position. Quelles sont les causes des traumatismes du crâne? Elles sont évidentes, ce sont les accidents de la circulation, ce sont les accidents de travail, ce sont les accidents sportifs, ce sont les accidents domestiques, ce sont tout ce qui est violence et bagarre entre citoyens, ce sont également les tremblements de terre, et enfin les chutes qui sont une cause bien particulière chez le sujet âgé de plus de 75 ans. Alors, nous sommes en face d'un traumatisé du crâne, il est conscient ou il est comateux. Il est conscient, il est scoré à 15. C'est le Glasgow Coma Scale.
Alors, c'est un score qu'utilisent les neurochirurgiens, les réanimateurs et les neurologues pour parler le même langage. C'est-à-dire que si je donne un score pour un malade à Alger, l'allure clinique, l'aspect clinique du malade est bien comprise par quelqu'un qui est aux États-Unis ou au Japon, et inversement, si on nous dit score à 8, on va rapidement comprendre, même avec l'éloignement géographique, quel est l'état clinique du malade. Alors, il y a 3 paramètres qui sont examinés pour afficher ce Glasgow Coma Scale, pour afficher ce score. C'est la réponse oculaire, l'ouverture des yeux, la réponse verbale et la réponse motrice. Alors, la réponse oculaire est scorée de 1 à 4. Et vous voyez ici, il n'y a aucune réponse oculaire. Il y a une réponse oculaire à la douleur. Il suffit de pincer le malade et alors on aurait une fermeture des yeux, des paupières. Réponse oculaire à l'appel, à l'ordre, ou alors réponse oculaire tout à fait normale. La réponse verbale, c'est la communication donc avec le monde extérieur, elle n'existe pas et elle est cotée à 1. Elle existe au son cotée à 2, au mot, elle est confuse, c'est-à-dire que le malade va exprimer quand même des mots, elle est cotée à 4, et si le malade communique normalement avec l'examinateur, cette réponse verbale est scorée à 5. Enfin, le troisième paramètre, le troisième élément à examiner, à scorer, est la réponse motrice. Celle-ci est scorée donc de 1 à 6. 1, il n'y a aucune réponse motrice. Réponse motrice aux ordres ou à la douleur. On commence par les ordres. Le malade est profondément comateux. Ça va être une recherche de la réponse motrice à la douleur. Les endroits les plus douloureux lors du pincement vont être la région mamelonnaire, la région susclaviculaire ou la région sous-orbitaire. Il n'y a pas de réponse. Donc, aux ordres et à la douleur, score 1. Il y a une réponse en extension scorée à 2, flexion stéréotypée 3, et ainsi de suite, jusqu'à aller à une cotation à 6 pour celui qui va se mouvoir le plus normalement du monde. Et vous, si l'on additionne les scores, voyez bien que une réponse normale, 4, une réponse normale, verbale normale, 5, ça nous fait 9, et une réponse normale à la stimulation, à la recherche du mouvement, scoré à 6, cela nous fait 15. 15 et le malade et le patient, puisque là, il ne sera pas comateux, il sera comme vous et moi, en possession de ses facultés, scoré à 15. Par contre, aucune réponse oculaire, 1, aucune réponse verbale, 1, cela nous fait 2, et pas de réponse motrice, encore 1, cela nous fait 3. C'est le malade qui est aréactif dans un coma profond. Nous en parlerons plus tard. Voilà, on va se répéter. Glasgow Coma Scale chez le traumatisé du crâne. Donc, scoré à 3, pratiquement c'est la mort cérébrale. Scoré à 15, c'est le malade qui est conscient et puis qui peut exécuter qui est conscient, qui peut exécuter des fonctions. Scoré entre 13 et 15, l'altération de la conscience est légère. Scoré entre 8 et 13, l'altération de la conscience est modérée. Par contre, scoré entre 3 et 8, l'altération de la conscience est sévère. Cliniquement, donc il y a le Glasgow Coma Scale, il est conscient scoré à 15, il n'est pas conscient,
on va retrouver une rigidité de décortication. La rigidité de décortication, c'est un malade qui va avoir une hyperflexion des avant-bras sur les bras, une hyperflexion du poignet et de main également hyperfléchie. Si la détérioration rostrocaudale, c'est-à-dire du cortex vers le tronc cérébral, se poursuit, on va avoir un engagement du lobe temporal qui va s'exprimer par une mydriase unilatérale, homolatérale à l'engagement, du même côté que l'engagement temporal, et un déficit moteur qui va être contralatéral à l'engagement, puisque le faisceau pyramidal qui est au niveau temporal, qui est encore homolatéral à l'engagement, va décusser plus bas au niveau du bulbe. Le déficit va être contralatéral. Et enfin, un stade plus sévère, c'est la rigidité de décérébration, où les membres supérieurs sont en hyperextension, avec rotation et hyperpronation des poignets, et également hyperextension des membres inférieurs. Quels sont les facteurs qui peuvent limiter l'examen clinique et interférer avec le niveau de conscience? Il faut faire attention et chercher à savoir si le malade n'est pas sous sédation. Parce que lorsque l'on reçoit un malade, dans bien des cas, le malade a transité par d'autres services ou chez d'autres médecins qui peut-être ont ordonné l'administration de sédatifs, par exemple. L'intoxication alcoolique, là aussi, peut prêter à confusion avec une altération de conscience neurologique par usage de drogue, l'usage de drogue, l'état de choc, un état de choc, malade en hypovolémie avec une hypotension artérielle, peut ne pas bien réagir à la stimulation motrice, à l'ouverture des yeux ou à la réponse verbale. L'hypoxie et des désordres métaboliques, on pourrait citer un coma diabétique, et dans bien des cas, au niveau des pavillons d'urgence, distinguer entre un coma diabétique et un coma neurologique peut poser, est un diagnostic différentiel et rapidement, les examens de laboratoire vont faire la part des choses. Alors, ça, c'est pour l'état de conscience, les facteurs qui interfèrent avec le coma, l'altération de conscience neurologique. Quel est le facteur qui interfère avec l'examen neurologique des membres? Eh bien, c'est le traumatisme de la moelle épinière ou le traumatisme de la colonne vertébrale. On en parlera à l'occasion d'une autre conférence. Une atteinte de la moelle épinière au niveau cervical peut donner une tétraplégie. Et un malade qui ne répondra pas à la stimulation motrice peut souffrir d'une atteinte médulaire, tétraplégie pour le rachis cervical et paraplégie pour le rachis dorso-lombaire. Ici, la courbe de pression intracrânienne. Ici, courbe de pression intracrânienne en fonction du volume. Nous en avons parlé à l'occasion de la conférence ou du diaporama sur l'hypertension intracrânienne. Voyez bien que le volume augmente ici, mais l'hypertension intracrânienne reste stable. À un certain moment, il y a rupture et il commence à se faire une pente ascendante. Et chaque fois que le volume va encore augmenter, eh bien, l'hypertension intracrânienne finira par être majeure et par être suivie d'un phénomène de décompensation. Ici, les valeurs normales de pression intracrânienne chez l'adulte, chez l'enfant et chez le nourrisson.
Cette diapo, nous en avons également parlé, mais bon, c'est pour un rappel qui nous montre les différents types d'engagement. En un, l'engagement cérébelleux au travers du foramen magnum sur cette coupe qui est à la fois coronale, l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit, l'hémisphère cérébral droit, l'hémisphère cérébral gauche, l'hémisphère cérébelleux droit, l'hémisphère cérébelleux gauche. Ici, nous avons un engagement, plus précisément de l'amygdale cérébelleuse. L'amygdale cérébelleuse est la partie la plus déclive de l'hémisphère cérébelleux, et quand l'hypertension intracrânienne est majeure et surtout existant surtout au niveau de la fosse cérébrale postérieure, il se fait cet engagement trans-foramen magnum ou trans-trou occipital. Le deuxième type d'engagement est l'engagement temporal. C'est la face interne et inférieure du lobe temporal, T5, la circonvolution T5, qui va s'engager au niveau du foramen de Pacchioni. Voilà, c'est le 2. Le 3, c'est un engagement central du diencéphale-mésencéphale, ici. Le 4, c'est un engagement sous-falciforme. La faute du cerveau sépare l'hémisphère droit de l'hémisphère gauche, et quand il y a trop de contenu au niveau d'un hémisphère, il se fait ce type d'engagement d'un hémisphère vers l'autre sous la faute. Et enfin, l'engagement extra-crânien que vous voyez ici, au travers d'une déhiscence osseuse. Cela peut exister chez le traumatisé du crâne. Nous en parlerons plus tard. Alors, nous sommes au niveau d'un pavillon d'urgence. Il y a deux variétés, ou deux types d'exemples de patients qui peuvent arriver. C'est d'une part le patient conscient, victime de traumatisme du crâne, et le malade comateux. Nous allons parler d'abord du malade conscient et que faut-il faire en sa présence. Alors, chez le nouveau-né, voici un céphalématome, par exemple, ça c'est le plus jeune âge, l'enfant vient de naître, et il a été victime d'un traumatisme du crâne à l'occasion de l'accouchement, parce que l'accouchement ne s'est pas fait le plus normalement du monde et qu'il a nécessité, par exemple, un forceps. Alors, on distingue le céphalématome de la bosse sérosanguine. Le céphalématome, le voici ici, à droite, et la bosse sérosanguine, la voici ici, à gauche. Alors, de l'intérieur vers l'extérieur, l'hémisphère, l'arachnoïde, le liquide céphalorachidien, ici en bleu, la durmère, ici en rose, le crâne, l'os, en jaune. Alors, concernant le céphalématome, c'est une localisation donc hématique qui va être située entre l'os et le périoste. Elle est sous-périostée. On passe de l'autre côté pour mieux connaître la bosse sérosanguine, donc les mêmes éléments constitutifs du contenant crânien, de ce qui est extracérébral, le cerveau est là, l'arachnoïde, et voilà, l'os, le périoste, le revêtement cutané, le revêtement cutané, ou ici appelé skin, et la bosse sérosanguine est là. Alors, on revient, le céphalématome, donc accumulation de sang entre périoste, le périoste de l'os et l'os. Généralement, il est pariétal, c'est le lieu où s'est exercée la force du forceps, et généralement, il y a résorption de cet céphalématome entre 2 semaines et 3 mois. La bosse sérosanguine, c'est plus de l'œdème que du sang. Alors, la bosse sérosanguine s'étend au niveau de la suture, et vous voyez qu'elle dépasse ici la suture. La suture est là, hein,
la suture sagittale par exemple, la bosse sérosanguine dépasse la suture et la résorption se fait en un temps plus court que le céphalématome, la résorption se fait en quelques jours. Donc, au médecin d'observer ou de faire des pansements compressifs sans intervenir, sans ponctionner, sans avoir à ponctionner. Si le céphalématome est toujours présent au-delà de 2 semaines, on peut réaliser une ponction. Et concernant la bosse sérosanguine, le pansement compressif, dans la majeure partie, la totalité des cas, est à l'origine de la résorption. Chez le nouveau-né, chez l'enfant, chez l'adolescent et chez l'adulte. Alors nous sommes toujours en présence de malades conscients. Quelle est la situation? L'une des situations les plus fréquentes, c'est ce que l'on appelle l'hémorragie méningée. C'est une accumulation de sang entre la pymère, entre le cortex ici, le cerveau en gris, la pymère ici en bleu, et la durmère, pymère arachnoïde et durmère, ou plutôt, je m'excuse, pymère et arachnoïde et durmère, le sang est là, donc c'est du sang qui va s'accumuler au niveau des sillons, là où circule le liquide céphalorachidien, les sillons, les citernes de la convexité, mais aussi les citernes de la base. Alors ici, il est écrit que le traumatisme du crâne est la cause la plus fréquente parce que, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, une autre étiologie possible et fréquente, mais pas la première, c'est la rupture d'anévrisme. Autant d'anévrisme artériel que de malformations artério-veineuses, mais surtout l'anévrisme artériel qui s'exprime bien souvent par un phénomène de rupture entraînant une hémorragie méningée. Quel est le tableau clinique de l'hémorragie méningée? C'est un malade donc qui va avoir des maux de tête, qui va avoir des douleurs cervicales, une abolition des réflexes ostéotendineux et une petite température. Alors, les céphalées, les douleurs dorsales, cervicales et dorsales, l'abolition des réflexes ostéotendineux, tout ceci s'explique par la présence de sang dans les citernes. Et au niveau des citernes spinales rachidiennes, au niveau des citernes médulaires, l'accumulation de sang va injecter la gaine des racines antérieures et postérieures. Racines antérieures, imaginez une coupe axiale de la moelle épinière, le départ de la racine postérieure, le départ de la racine antérieure, et bien on aura là au niveau des méninges du sang qui vont altérer la conduction de l'influx nerveux et donc une abolition des réflexes ostéotendineux. Une petite température, un fébricule à 38,5. Les complications observées à moyen terme, à court terme, cela va être le vasospasme, et à moyen terme, c'est l'hydrocéphalie. Voilà ici un cerveau d'autopsie et on voit bien l'hémorragie méningée, donc au niveau des citernes de la base. Regardez par exemple, citerne de la base et citerne de la convexité. Ici, la citerne de Sylvius. Il est de ce côté. L'hémorragie méningée donne l'impression d'être plus importante au niveau de la citerne de Sylvius côté gauche. Au niveau entre les deux hémisphères, au niveau de la faux, même au niveau des sillons, regardez, il y a cette teinte noirâtre qui correspond à l'imprégnation de sang au niveau des sillons et donc des citernes. La citerne de l'ampoule de Galien, regardez, c'est un peu la région pinéale à ce niveau-là, elle est imprégnée, totalement imprégnée de sang. Voici ce qui concerne l'hémorragie méningée. Le malade est conscient et le premier réflexe de l'examinateur est de demander des examens complémentaires, soit une radiographie du crâne,
soit un scanner. La radiographie du crâne est suffisante pour objectiver un trait de fracture. Voilà, voici ici le trait de fracture. Nous allons voir par la suite une image radiologique ou une image TDM, tomodensitométrique. On peut observer aussi parfois ce que l'on appelle une dépression osseuse. Hein. L'os n'est pas totalement fracturé, l'os est déprimé à ce niveau-là, il y a une compression, mais sans trait de fracture. Il y a ce que l'on appelle ici depression scar fractures ou embarrure. Alors, l'embarrure, c'est un stade, j'allais dire, plus sévère que le trait de fracture. Il y a 2 à 3 traits de fracture qui libèrent 2 ou plusieurs fragments d'os qui s'enfoncent et qui viennent comprimer le cerveau. C'est ce que l'on appelle embarrure. Si à cet enfoncement, à ces fragments osseux, s'additionne une déchirure de la dure mère, et la voici, voilà, là, à ce niveau-là, elle est déchirée. Si la dure mère est déchirée, on parlera plus tard de plaie crânio-cérébrale. Plaie crânio-cérébrale dans la mesure où la dure mère est déchirée. Comment reconnaître un trait de fracture et comment le distinguer d'un sillon vasculaire et comment le distinguer d'une suture? Alors, ici, voici le trait de fracture. Il est rectiligne, c'est une ligne droite. Le sillon vasculaire est curviligne, il est arciforme. Et la suture entre 2 os, comme ici la suture fronto-pariétale, elle est en zigzag. Voilà, fracture, le trait est linéaire, la suture, son aspect est en zigzag, et le sillon vasculaire, c'est une forme de C, la forme est curviligne. Alors, voici ici une tomodensitométrie, un CT scan, un trait de fracture, ici, en région pariétale, gauche, le trait de fracture, le voici ici, à ce niveau-là, sur une coupe coronale, sur une coupe axiale, sur une coupe coronale, le voici, sur une coupe fenêtre osseuse, le voici, ce même trait de fracture vu ici, sur une fenêtre osseuse, le voici ici, sur la radiographie du crâne, il est, comme nous l'avons dit précédemment, linéaire, et vous voyez bien l'allure, pas sur une radiographie du crâne, je m'excuse, mais sur cette reconstruction 3D, vous voyez donc le trait de fracture qui est linéaire et la suture qui est en zigzag. Alors, ces images appartiennent à un nourrisson, et j'anticipe, nous allons en parler un peu plus tard, on observe un trait de fracture. Il n'y a pas d'écoulement de liquide céphalorachidien, il n'y a pas d'écoulement de matière cérébrale, donc loin de nous un diagnostic de plaie crânio-cérébrale. Mais parfois, une déchirure de la dure mère sans extériorisation de liquide céphalorachidien, sans extériorisation de matière cérébrale peut exister, et le diagnostic ne va être fait que quelques mois plus tard, avec l'apparition de ce que l'on appelle une growing fracture. Growing vient du terme to grow, croître, donc une fracture qui va croître en dimension surtout dans le sens de la largeur. Et c'est pour cela qu'ici, vous lisez radiographie du crâne et tomodensitométrie à contrôler, to check, tous les 6 mois chez l'enfant de moins de 3 ans, c'est-à-dire faire le diagnostic de growing fracture ou faire le diagnostic d'un trait de fracture qui irait vers une growing fracture précocement. Que faire au niveau du pavillon des urgences en présence d'un patient victime de traumatisme du crâne qui est conscient,
mais qui présente un trait de fracture. Voilà. Glasgow Coma Scale, score de Glasgow à 15. Le malade vomit ou ne vomit pas. Eh ben, il est gardé en observation 24 heures au niveau de l'hôpital, réveillé toutes les 2 heures. Après les 24 heures, il est remis à la famille qui aura pour mission également, dans l'intervalle des 48 heures, de continuer à observer son état de conscience et particulièrement la nuit, toutes les 2 heures. Voilà, increased, surveillance la nuit. Après les 24 heures, c'est ce que je viens de dire. Donc, si l'enfant est alerte, conscient, on continue le monitoring clinique à domicile. Et si par mégarde, l'état de conscience s'altère, d'un malade scoré à 15, il devient scoré à 13, à 12, il ne faut pas hésiter un instant à réaliser une nouvelle tomodensitométrie à la recherche de l'urgence par excellence en neurochirurgie, l'hématome extradural. Voilà, nous revenons à ce que l'on avait évoqué il y a quelques instants, la growing fracture. Voilà, ici représenté un trait de fracture. Donc le malade s'est présenté conscient, le malade âgé de moins de 3 ans, chez qui nous referons des contrôles radiologiques tous les 6 mois. Ici, un trait de fracture. Et cette déchirure de la dure-mère est passée inaperçue parce qu'il n'y a eu ni issue de LCR, ni issue de matière cérébrale et le malade est rentré chez lui. Eh bien, il est revu 6 mois plus tard avec cette déhiscence, ce trait de fracture qui a augmenté et cette issue de matière cérébrale. Voilà, ici, un exemple de growing fracture. Ce n'est plus un trait de fracture, mais c'est une image sur cette radiographie du crâne, une clarté qui est large. C'est un trait de fracture qui s'est élargi. C'est un trait de fracture sur cette TDM qui s'est élargi, avec issue du contenu intracrânien en dehors du crâne. Et vous le voyez ici, ici en reconstruction osseuse, et ici sur une TDM sans injection de produit de contraste avec une attraction du cerveau vers cette partie herniée. Que faire devant une growing fracture? What to do? Eh bien, si l'attitude chirurgicale est indispensable et il faut traiter cette hernie cérébrale par réparation de la dure-mère. Réparation de la dure-mère quand cela est possible de rapprocher les berges, sinon on va utiliser un greffon une homogreffe à partir du fascia lata ou à partir d'une dure-mère synthétique. L'embarrure ici, vous voyez sur cette TDM une embarrure temporale droite, avec une contusion des parties molles, à ce niveau-là, contusion des parties molles, donc ce qui est extracrânien, vous voyez bien l'enfoncement et la compression du cerveau. Ici, sur ce scanner en fenêtre osseuse, que faire devant cette embarrure? Eh bien, il faut opérer et retirer, extraire tout ce qui comprime le cerveau. Et par là même, vérifier l'étanchéité de la dure-mère. Alors, la dure-mère, je ne l'ai pas dit, vous devez le savoir, la dure-mère est cette barrière étanche entre un milieu intérieur stérile, qui est le milieu cérébral, et le milieu extérieur ambiant, qui ne l'est pas, et le risque infectieux est grand lorsque la dure-mère est déchirée. Alors, en présence d'une embarrure, que faire? 3 buts pour la chirurgie: vérifier l'étanchéité de la dure-mère, éviter l'infection et éviter les crises d'épilepsie. C'est évident qu'un fragment d'os embarré au contact du cortex cérébral, même si la dure-mère est présente et non déchirée, eh bien le risque d'épilepsie est grand, surtout chez l'enfant, à moyen et long terme.
L'intervention pour embarrure devient une urgence chirurgicale, retenez-le bien, lorsqu'il existe un déficit moteur. Plus la compression durera, moins le pronostic de récupération, moins les chances de récupération deviendront faibles. Donc, c'est une urgence chirurgicale quand il y a un déficit moteur, quand il y a une issue de matière cérébrale, c'est ce que nous disons depuis un moment, et il faut réparer la barrière étanche, la barrière durmérienne entre le milieu cérébral stérile et le milieu extérieur. Et bien sûr, c'est aussi une urgence quand il y a issue de matière cérébrale. Alors, un cas particulier malade conscient, nous avons vu les céphalématomes et la bosse sérosanguine chez le nouveau-né. Un enfant le nourrisson, disons, voilà, c'est le nourrisson. Nourrisson, l'embarrure prend un aspect bien particulier. Elle est appelée embarrure en balle de ping-pong. En balle de ping-pong, il n'y a pas de trait de fracture. Il faut réparer cette dépression. Il n'y a pas de trait de fracture chez les nouveau-nés à l'occasion d'un forceps ou encore, comme je l'ai dit, chez le nourrisson par traumatisme direct. L'embarrure est là. La réparation, que faire devant une embarrure en balle de ping-pong? Eh bien, c'est la réparer, c'est rétablir la convexité externe de l'os. Vous voyez bien qu'ici, il existe une concavité externe. Il faut rétablir la convexité par ce que l'on appelle la technique du démonte-pneu. Procédure du démonte-pneu. On fait un trou de trépan, on réalise un trou de trépan adjacent à l'embarrure. On introduit un instrument par le trou de trépan et il suffit de faire exactement ce que fait le vulcanisateur avec la roue de secours, introduire l'instrument et remonter et replacer l'os afin qu'il retrouve, comme je l'ai dit, sa convexité externe. Ici, un cas un peu plus sérieux, c'est une fracture ici temporale, ici. Il n'y a pas d'embarrure, mais avec une contusion cérébrale associée, une contusion hémorragique, mieux observée sur un scanner avec injection. Après injection de produits de contraste, c'est un scanner sans injection. Regardez le pressoir ou le sinus longitudinal supérieur ici qui ne s'injecte pas mais qui s'injecte ici après injection de produits de contraste. Que faire en présence de ce type de malade? Il faut opérer, traiter l'os s'il est embarré. Ici, il existe 2 traits de fracture. L'os ne semble pas tellement embarré, mais parfois il est embarré et évacué parce que la contusion est à fleur de cortex, elle est sous-corticale. Lorsque la composante hémorragique est la plus importante, on peut évacuer cet hématome. La plaie crânio-cérébrale, qu'est-ce que c'est qu'une plaie crânio-cérébrale? C'est une perte de continuité du revêtement cutané, de l'os, de la durmère et du cerveau. Le diagnostic est facile, le malade va arriver avec une plaie du cuir chevelu, avec issue de matière cérébrale ou de liquide céphalorachidien. Je n'ai pas cessé de dire qu'il s'agit d'une situation d'urgence à prendre rapidement au bloc opératoire afin de rétablir la barrière étanche durmérienne. Il y a communication entre un milieu stérile cérébral et l'air ambiant, bien sûr, qui expose à l'infection. Que faire en présence d'une plaie crânio-cérébrale?
c'est un parage extensif de tout ce qui est matière nécrotique, ischémique, macérée, et arrêter éventuellement le saignement d'artérioles. Réparer donc le parage, réparer de manière hermétique la déchirure de la dure mère en s'aidant parfois de fragments de muscles ou d'aponévrose, et ceci préviendra le risque de méningite, d'encéphalite, voire d'abcès. Toujours chez le malade conscient. Chez le malade conscient, il y a ces plaies crânio-cérébrales, ces brèches ostéoméningées au niveau de la base du crâne. Ici, nous avons une vue endocrânienne de la base du crâne qui sépare donc vers moi le contenu intracrânien, le cerveau, et de l'autre côté de l'écran, le massif facial. Cette base du crâne est faite d'un étage antérieur qui comprend l'ethmoïde, l'os frontal, les deux bosses frontales, l'ethmoïde, ici l'apophyse cristagalli, jusqu'au planum sphénoïdal, jusqu'à l'arête sphénoïdale. L'étage moyen compris entre la petite aile du sphénoïde et le rocher, ici en 4, et également la lame quadrilatère, qui est la partie la plus haute du clivus. Donc étage antérieur, comme vous le voyez ici en bleu foncé, voire en violet, en bleu plus clair l'étage moyen, et l'étage postérieur ici en vert. Et en effet, les traumatismes de l'étage antérieur sur le plan clinique sont différents de ceux de l'étage moyen, eux-mêmes différents de ceux de l'étage postérieur. Nous allons commencer par parler de ceux de l'étage antérieur. Quel est le tableau clinique d'une fracture de l'étage antérieur? Eh bien, c'est les yeux au beurre noir, ecchymose palpébrale en lunettes, voilà, les deux ecchymoses, une de chaque côté. C'est l'ecchymose périorbitaire. C'est parfois la perte de l'olfaction, et on comprend aisément pourquoi ceci est possible, parce que le nerf olfactif prend naissance par le biais de filets olfactifs au niveau de l'ethmoïde qui fait partie de l'étage antérieur. Dans des cas exceptionnels, on peut avoir une cécité unilatérale lorsque le trait de fracture intéresse le canal optique. Mais retenez essentiellement l'ecchymose palpébrale en lunettes. Peut s'y associer un écoulement de liquide céphalorachidien par le nez, c'est ce que l'on appelle une rhinorrhée. Et alors, que faire? Bon, quand il n'y a pas d'écoulement de liquide céphalorachidien, cela rejoint les observations en milieu hospitalier dans un premier temps et que j'ai décrites, dont j'ai parlé il y a un instant pour les traits de fracture, malade conscient. Mais s'il existe une rhinorrhée, l'hospitalisation, autant que cela est nécessaire, plusieurs jours, pouvant aller jusqu'à 15 jours, jusqu'à tarissement de la rhinorrhée. Le tarissement de la rhinorrhée peut être aidé par la position du malade en décubitus, la tête un peu plus basse que le restant du corps, par des ponctions lombaires quotidiennes, tout ceci dans le but d'assécher le lieu de déchirure de la dure mère. Toute plaie, et on le comprend bien, pour qu'une plaie cicatrise, il ne faut pas qu'il y ait du liquide à son contact. Eh bien, c'est absolument la même chose pour les plaies, pour les déchirures de la dure mère au niveau de la base du crâne. On peut aider la cicatrisation par des ponctions lombaires régulières quotidiennes. L'antibiothérapie, avec l'accord, avec des médecins réanimateurs, est à envisager parce que
le risque infectieux est important. Les fractures de l'étage moyen, ici en bleu, donc comprises entre, je l'ai dit, les petits bisphénoïdes et le rocher, il est à ce niveau-là, c'est tout ceci. Fracture de l'étage moyen, c'est le rocher, c'est essentiellement le rocher. 4, c'est ce qu'il y a ici. Et leur tableau clinique, alors, autant il y avait cette ecchymose palpébrale en lunettes pour les fractures de l'étage antérieur. Alors, ce qui est caractéristique d'une fracture de l'étage moyen, c'est l'ecchymose rétro-auriculaire derrière l'oreille, elle est mastoïdienne. L'équivalent de la rhinorrhée est à ce niveau-là l'autorrhée, on peut avoir des écoulements de liquide céphalorachidien par l'oreille. On peut avoir l'équivalent de l'anosmie pour l'étage antérieur, une paralysie faciale au niveau de l'étage moyen par atteinte du nerf facial, et il y a aussi possibilité d'atteindre d'autres nerfs comme le nerf cochléaire, et on peut avoir une hypoacousie. Là aussi, le malade doit être en milieu hospitalier le temps qu'il faut. S'il y a un écoulement de liquide céphalorachidien, il faudra faire des ponctions lombaires régulières afin de faciliter la cicatrisation de la durmère. Et sinon, autant pour, et beaucoup plus pour la rhinorrhée que pour l'autorrhée, si l'écoulement de liquide céphalorachidien ne se tarit pas au bout de 15 jours, il faut envisager une chirurgie après avoir cherché à localiser le niveau de la fracture au niveau de la base et par là même le niveau de la déchirure de la durmère. Alors, un stade, l'équivalent de l'écoulement de liquide céphalorachidien, si du liquide céphalorachidien s'extériorise par le biais des narines ou par le biais de l'oreille, bien il va laisser place à l'intrusion possible d'air dans le crâne. Et vous voyez ici la présence d'air au niveau du sinus frontal et au niveau de la convexité frontale, de la convexité cérébrale frontale, avec un petit effet shift, un petit effet sur la ligne médiane, petit déplacement de la ligne médiane. Si l'attitude à tenir est absolument la même, identique que pour les fractures de la base du crâne avec écoulement de liquide céphalorachidien, la pneumoncéphalie signifie qu'il y a une déchirure de la durmère. Si cette pneumoncéphalie augmente de volume sur des clichés radiologiques consécutifs ou des TDM consécutives, il faudra là aussi opérer et réparer l'étanchéité de la durmère. Voilà, et enfin les fractures de l'étage postérieur de la base du crâne, ici imagées en vert. 3, c'est la gouttière basilaire, le clivus, l'os occipital à ce niveau-là. Elles sont plus rares et j'allais dire leur tableau clinique associe des déficits des dernières paires crâniennes, des traumatismes de la jonction crânio-rachidienne, voire aussi des traumatismes d'une ou des artères basilaires et ou de leurs branches. Chers confrères, chères consoeurs, pour de plus amples informations sur les tumeurs intracrâniennes, sachez que en date de juin 2021, nous avons publié un manuel, un livre de 275 pages sur les tumeurs intracrâniennes, en collaboration avec le docteur Hamoum, neuroradiologue des hôpitaux d'Alger, de l'hôpital Aïn Hadja en particulier, actuellement au sein d'une structure privée, et aussi de Madame Abdelnabi, neuropathologiste, qui a longtemps exercé
donc en cette qualité au niveau de l'hôpital Parnay. Un livre manuel qui est donc écrit par une équipe dans un cadre intégré, et pour chacune des tumeurs dont nous avons parlé et celles que nous avons oubliées volontairement, donc l'aspect clinique, l'aspect à l'imagerie, l'aspect en neuropathologie et la conduite à tenir, avec ce qui manquait aujourd'hui, les voies d'abord, comment opérer et les résultats donc de cette prise en charge. Ce livre est disponible au niveau de la maison d'édition Dar El Jazair, 6 à Birkadem. Vous allez avoir en à côté, donc sur l'image, le livre et l'adresse exacte et les téléphones pour ceux qui seraient intéressés à l'acquérir. Voilà, je vous remercie et en espérant avoir été utile dans une transmission d'informations scientifiques. Merci.